Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce café scientifique à l'Université de Neuchâtel, qui sera soutenu ce soir par l'Université de la Communauté des Savoirs, le réseau de coopération pour les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche dans l'arc jurassien, qui, je vous en informe si vous ne l'avez pas encore vu, filmera ces entretiens, et donc vous risquez d'être filmé quand vous poserez des questions. J'espère que ça ne vous découragera pas ou que ça vous encouragera à intervenir dans ce débat. Nous sommes ici pour évoquer la question de l'électricité et de l'énergie, et des barrages en particulier, puisque après la votation en mai sur la nouvelle stratégie énergétique, il se pose la question de la transformation de notre régime énergétique, et les barrages et l'énergie hydroélectrique en fera bien sûr partie de la question, puisque une grande partie de notre énergie électrique et pas notre énergie tout court dépend de l'hydroélectricité en Suisse, et c'est intéressant d'en discuter. Pour ça, nous avons trois spécialistes ici. L'économiste à l'Université de Neuchâtel, Alain Schönenberger, qui est professeur ici et qui est organisateur de ce débat. Il vous en dira plus tout à l'heure. Franco Romerio dirige le groupe Energy Policy and Economics à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Et Mauro Salvadori est le responsable des affaires publiques auprès de l'électricien Alpic. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Schönenberger pour qu'il entretienne l'assistance de son projet de débat, et puis on en discutera entre nous entre 20-25 minutes, et ensuite place à vos questions, remarques et réflexions que vous pourrez nous apporter. On en discutera avec nos invités. Merci beaucoup, Monsieur Schönenberger. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de vous être déplacés pour ce sujet un peu émotionnel, je pense, et lié un peu à la Suisse, vu la topographie de la Suisse et l'histoire des... Excusez-moi. Je reprends. Voilà. On va parler aujourd'hui de l'électricité d'origine hydraulique, qui est important pour les Suisses, puisque on a des barrages dans les Alpes, et puis c'est en fait une des rares sources, en tout cas très développées, d'énergie que nous avons. On n'a pas de fossiles, on a du nucléaire, mais qui transforme tout ça en électricité. Donc il y a une partie hydraulique, il y a une partie du nucléaire, de l'électricité, qui représente à peu près, si on a bien compris, un quart de la consommation d'énergie. Donc les trois autres quarts, c'est autre chose, c'est pas d'électricité. Et dans l'électricité, il y a 60% qui viennent de l'hydraulique, et puis il y a 40% du nucléaire. C'est un débat important maintenant avec la votation, après la votation sur la transition énergétique 2050, qui doit transformer, ou qui devrait peut-être transformer le paysage d'électricité, parce que d'énergie en général, ou d'électricité en particulier, parce que on a des défis. Et ces défis sont connus. Les choses ont bien changé depuis la construction des grands barrages des années 50, 60 ou même avant. Les choses ont changé. Alors, j'aimerais juste évoquer un certain nombre de conditions cadres qui ont changé, qui vont influencer aussi le débat, et qui vont aussi influencer le potentiel et les défis qui sont posés à l'énergie hydraulique. Donc la première, il y a le changement climatique, c'est qu'on s'occupe de l'énergie, du CO2, donc il faut faire quelque chose pour réduire l'empreinte de l'énergie en général sur l'environnement et le climat. Quelque chose, on a pris conscience ces 20-30 dernières années. Donc c'est quelque chose, il y a une politique même internationale, de politique climatique, et donc il faut aussi traduire ça dans les différents pays par des politiques qui essaient de remplir les objectifs de Paris ou de Kyoto qu'on a définis au niveau international. Il y a des risques, il y a aussi des risques accrus dans le géopolitique aussi, la question du pétrole. On sait depuis 1974 qu'il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement en énergie fossile. Maintenant, on peut aussi se poser la question
de la capacité d'hydraulique aussi d'être un flux continu, d'avoir une électricité, une offre un approvisionnement constant. Donc on verra peut-être pourquoi. Il y a la question de protection de l'environnement. D'un côté, ça pousse à l'hydraulique et à d'autres sources énergétiques renouvelables. D'un autre côté, si on connaît un peu le paysage politique suisse, il y a une grande opposition à la construction et développement de barrages, parce qu'on veut pas avoir une atteinte sur le paysage ou sur la faune dans les Alpes. Donc ça, c'est aussi il y a un environnement qui pousse à avoir de l'énergie renouvelable, puis il y a un environnement, enfin la politique environnementale ou la protection de l'environnement qui pousserait plutôt en défaveur, en tout cas pour ce qui est la Suisse. Après tout ça, il faudra comparer avec les risques du nucléaire et puis le risque du fossile. Non seulement les conditions de cadre générales ont changé, mais aussi le marché a changé. Le marché s'est libéralisé, donc on est plutôt dans un régime plus compétitif qu'auparavant. Auparavant, tout ça, tout le régime électrique et hydraulique était fortement emprunt par l'État. C'est l'État qui a organisé, ou le cadre législatif qui a organisé, et c'est les privés, et disons les semi-privés, ou même à dominance publique, qui ont qui se sont investis dans la construction de barrages, dans la construction des réseaux de distribution, etc. Donc on avait aussi, quand vous vous rappelez, on avait un monopole même régional, local, et on existe toujours des monopoles local, régional, en tout cas en termes de distribution. Là, on est avec l'Union européenne, on est dans un esprit d'ouverture, de libéralisation, de concurrence. Donc ça peut aussi changer, et ça explique aussi peut-être un certain nombre de difficultés qu'on a maintenant avec l'hydraulique. Voilà, la stratégie 2050. Je pense que ce qu'on a retenu en tout cas, c'est l'abandon du nucléaire à la suite de la décision allemande qui suivait le problème au Japon. Donc on a abandonné le nucléaire, et puis il faut bien remplacer le nucléaire par quelque chose, par de l'électricité ou par autre chose. Alors j'ai lu un petit peu ce que le Conseil fédéral envisage, et c'est ce qu'on voulait faire. On table en fait notamment sur la réduction de la consommation d'énergie. On pense que arriver à 2050, avec une étape en 2035, à réduire la consommation par personne de 50%, et d'énergie en général, donc fossile, électricité comprise, mais de 18% d'électricité. Donc on a encore un chemin à faire. On a commencé depuis 2002, 2007, 2008, déjà avec les premiers programmes, de faire de l'économie d'énergie, de renforcer l'efficacité énergétique, avec des résultats mixtes. On a fait un bout de chemin, mais il y a encore un grand bout de chemin à faire dans la réduction de la consommation d'énergie en étant dans l'utilisation plus efficace. On veut développer un potentiel qu'on a ici en Suisse, l'hydraulique. Il y a des plans, mais d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, on voudrait augmenter de la production de 10% environ, quelque chose comme ça d'ici 20-50. Et déjà là, j'imagine qu'on peut avoir déjà un certain nombre de problèmes pour ça. Et puis, on veut remplacer le nucléaire aussi par des centrales à gaz ou d'autres moyens. Certainement, le pétrole, il va encore subsister, mais il y a le gaz naturel qui peut peut-être aussi venir en aide. Mais là aussi, c'est des grandes infrastructures qui sont financées, qui sont pas toujours incontestées non plus. Quel est pour terminer les défis? Eh ben, la libéralisation, c'est un défi, parce qu'il faut être plus flexible. La consommation est plus flexible. Il faut que les consommateurs aient l'électricité quand ils veulent. Voilà. Et il faut avoir des installations qui vont avec. Voilà. Alors, quand on importe du pétrole, puis on met ça dans l'électricité ou du nucléaire, c'est relativement facile, peut-être, de produire l'électricité quand on veut. Quand on a l'hydraulique, en tout cas, pour ce qui est des grands barrages, etc., c'est peut-être un peu plus difficile. Ensuite, comme l'a rappelé le représentant alpique, on est à mi-chemin dans les grands investissements dans les barrages. On compte une durée de vie d'apparemment de 80 ans. Maintenant, on est à mi-chemin. Et donc, s'il faut pour maintenir
le niveau actuel de production avec les barrages et l'hydraulique, il faut faire un grand investissement. Et quand il faut encore développer les 10 ou 15, 20% d'hydraulique, il faut faire des grands investissements dans de nouvelles centrales, pas seulement dans les anciens. Donc ça se chiffre en milliards. Voilà. Donc ça c'est certainement le financement. Et ça dans un environnement où les prix sont pour le moment plutôt à la baisse, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a la production du renouvelable en Allemagne qu'on importe, les frontières sont plus ou moins ouvertes, et se pose la question, et ça c'est un défi aussi pour la Suisse, d'intégrer le marché intérieur d'électricité de l'Union européenne. Je pense que ce sera difficile d'imaginer que la Suisse, à moins l'Union européenne ne veuille pas nous intégrer, mais c'est difficile d'être à côté des 500 millions de consommateurs, et pas être intégré dans ce marché de l'électricité, puisqu'on dépend de l'Europe par les importations et les exportations et par le réseau de distribution. Bonsoir à tout le monde d'abord. Je pense que comme le professeur Schoenenberger l'a déjà dit, le domaine est très complexe. J'ajouterais qu'il y a aussi de très grandes incertitudes et on est dans une situation, disons, difficile, surtout pour l'hydroélectricité. On parle de crise de l'hydroélectricité, chose que il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était inimaginable. Aujourd'hui, disons, au printemps passé, la Confédération a pratiquement décidé de subventionner l'hydroélectricité, ce qui était inimaginable il y a 10 ans seulement. Donc, quel est le problème? Disons, à mon avis, le problème, il faut le rechercher dans deux grandes réformes qui ont été lancées, disons, depuis une dizaine d'années en Suisse. D'un côté, donc il y a le virage énergétique après Fukushima, la décision donc de sortir du nucléaire, de diminuer graduellement l'utilisation des énergies fossiles, donc en Suisse, en Allemagne, dans d'autres pays européens. Ceci, bon, on peut dire c'est bien, c'est nécessaire, donc c'est pas là le problème. Maintenant, il faut bien voir que avec ça, on est en train de changer les fondamentaux du marché. Il y a beaucoup de subventions. Et ceci provoque un choc, si on veut, qu'on est en train de vivre, surtout pour les producteurs d'énergie hydroélectrique en Suisse. D'autre part, donc d'un côté, il y a le virage énergétique, donc de nouveau, développement des énergies renouvelables, efficience énergétique, subventions. De l'autre côté, il y a eu la libéralisation du marché de l'électricité en Europe, en Suisse partiellement, ce qui signifie qu'il y a concurrence, il n'y a plus de monopole. Et puis en Suisse, le problème typiquement suisse, c'est que pas seulement il y a eu libéralisation partielle, mais de facto, maintenant on a un système hybride avec d'un côté marché libéralisé, de l'autre monopole, notamment pour les petits consommateurs. Alors, si on met ensemble ces deux réformes, il y a là un hiatus. Il y a, moi je dis toujours, dans l'Union européenne et en Suisse aussi, au niveau du gouvernement, il y a une espèce de schizophrénie. Donc d'un côté, on a libéralisé les marchés, de l'autre, on a voulu changer complètement la politique énergétique, mais sans coordonner ces deux grandes réformes. Et à mon avis, c'est là l'origine de tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, pas seulement pour l'hydroélectricité, mais ce soir on parle d'hydroélectricité, donc la crise hydroélectrique. Alors pour le moment, je m'arrête là, mais disons, à mon avis, le problème doit être cherché dans ces grandes réformes, ces deux réformes, et manque de coordination entre les deux. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais peut-être commencer par quelques précisions sur les éléments, sur les fondamentaux qui ont changé récemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, la libéralisation, l'avènement d'un marché de l'électricité, les problèmes climatiques, etc.
Mais il y a un élément qui est évidemment aussi ces nouvelles politiques énergétiques et en particulier le subventionnement des nouvelles énergies renouvelables. Peut-être un chiffre ici pour vous donner quand même un petit peu l'ampleur des dégâts en termes de subventions. L'Allemagne seule, c'est 25 milliards d'euros de subventions chaque année qui sont prélevés chez les consommateurs et qui soutiennent les nouvelles énergies renouvelables. Et c'est des subventions qu'il est extrêmement difficile de stopper, simplement parce que c'est des contrats qui ont été faits sur 20 ans et des investisseurs qui ont choisi d'investir dans du photovoltaïque ou de l'éolien, évidemment, n'ont pas la moindre intention de voir les conditions cadres changer, puisque sans les subventions, il serait impossible de rentabiliser la production photovoltaïque ou éolienne actuelle. Donc les subventions, c'est un énorme problème. Il y a un deuxième énorme problème, c'est que la politique climatique européenne est une catastrophe. Elle ne fonctionne pas du tout. Les prix actuels du CO2 se situent à 5 € la tonne, ce qui ne rend évidemment pas du tout attractif la production non fossile d'électricité, puisque avec un prix de 5 € la tonne, ça ne pénalise pas suffisamment les productions fossiles. Et au contraire, en Allemagne, ces dernières années, on a un énorme renouvellement de la production issue du charbon et qui est en particulier aussi dû à des prix de CO2 qui sont aussi bas que ceux qu'on a aujourd'hui. Pour que le prix du CO2 joue vraiment un rôle sur le marché, sur le prix sur le marché d'électricité, il faudrait qu'il se situe au minimum à un prix de 50 € la tonne. Et on est très loin du compte aujourd'hui. Et c'est en fait ces éléments-là qui, à l'échelle européenne, pas seulement à l'échelle suisse, ont mis devant des très grandes difficultés l'ensemble des producteurs européens d'électricité. J'entends, il n'y a pas que la Suisse qui est concernée par cela, et j'en veux pour preuve que les seuls types de production rentables aujourd'hui en Europe sont soit le nouveau renouvelable subventionné grâce aux subventions, ou alors le charbon, puisque là aussi la matière première est très bon marché. Je vous rappelle qu'il y a une période où les Américains envoyaient pratiquement le charbon en Europe gratuitement, ils faisaient juste payer le transport. Vous ajoutez à cela un prix du CO2 bas tel qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la seule production rentable, je dirais traditionnelle, c'est la production au charbon. Et l'ensemble des États membres de l'Union européenne ont pris des mesures, on ne le sait pas ou on ne le dit pas suffisamment ici en Suisse, mais la plupart des États membres de l'Union européenne ont pris des mesures pour protéger leur production indigène, que ce soit sous forme de ce qu'on appelle des marchés de capacité, des réserves stratégiques, des contrats de différence. Et aujourd'hui, c'est effectivement le seul moyen pour que une entreprise productrice puisse gagner de l'argent, ou en tout cas ne pas faire trop de pertes avec la production électrique traditionnelle. Et voilà, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui en Suisse. La Suisse a en plus cette particularité, c'est que le marché, il est à demi libéralisé, c'est-à-dire qu'il n'est libéralisé que pour les grands consommateurs, c'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs captifs, on est toujours dans une situation de monopole. Ça veut dire que ce fameux problème de rentabilité, de profitabilité des aménagements de production électrique en Europe, il est très peu visible en Suisse, puisque à peu près la moitié de la production hydroélectrique suisse est vendue à des clients captifs selon un système cost-plus, ça veut dire un système monopolistique qui permet de couvrir les coûts de production. Et c'est pour ça qu'on voit souvent dans les journaux, on dit c'est Alpiq qui a des problèmes. Non, ce n'est pas Alpiq qui a des problèmes, c'est l'ensemble des producteurs d'électricité en Europe qui ont des problèmes. Et en Suisse, malheureusement, ça n'est visible que pour deux sociétés qui sont les deux seules sociétés qui n'ont pas de clients captifs, c'est Axpo et Alpiq en l'occurrence.
Comme les dit les intervenants, on n'est pas sur un marché libre, on est sur un marché captif d'un côté, et puis sur un marché libre pour les grands consommateurs. Certains grands consommateurs, d'ailleurs, s'approvisionnent aussi à l'étranger à travers des entreprises de distribution qui sont en Suisse. Alors, pour l'économiste, le prix est le paramètre qui devrait réglementer les choses. On est évidemment maintenant dans un régime de subvention pour générer de l'alternatif, parce que c'est pas rentable. Pourquoi c'est pas rentable? Parce que le prix de l'énergie, il est probablement trop bas en général. Et à ça, on ajoute maintenant des subventions pour que la production d'électricité alternative, pas pour hydraulique ou nucléaire, soit rentable. Et ben, c'est un gouffre d'argent et on ne favorise pas une augmentation de prix. Mais personne veut une augmentation de prix. Si on vous demande est-ce que vous êtes prêt de payer plus dans un régime aux consommateurs d'entreprises, ben ils vont dire non, en général pas, parce qu'ils vont dire au niveau national, ah mais j'ai des concurrents qui ont des prix de tel et tel niveau, je veux pas encore qu'on fasse un prix plus élevé en Suisse ou ailleurs. Donc on est aussi quand on dit concurrence, on est aussi au niveau de concurrence internationale. Donc une politique énergétique par subvention ou par autre mesure ne peut pas se faire de façon isolée. Puisqu'on va toujours se renvoyer la balle, c'est aux Français d'économiser, c'est aux Allemands, etc. Nous pas. Donc il faut tenir compte le prix ne n'équilibre plus l'offre et la demande. Et peut-être la façon, si on croit au mécanisme de prix, parce que il faudrait que le prix de l'énergie augmente au fur et à mesure, chaque année un petit peu, pour que les entreprises, les particuliers puissent s'organiser et peut-être changer d'approvisionnement, changer d'appareil, investir dans l'efficacité énergétique que les entreprises ne font pas. Les entreprises ne font pas, ils font des efforts avec des subventions et des projets d'incitation ou de la confédération, mais ils le font pas parce que les prix sont trop bas. Donc ça les concerne pas vraiment par rapport aux 98% du chiffre d'affaires ou des coûts qu'ils ont, qui sont pas électriques. Merci. Franco Romero, j'ai envie encore une fois, avant de donner la parole au public, de me tourner vers vous, parce que ce que je viens d'entendre, en fait, rend très compliqué, très difficile de comprendre la situation entre la Suisse et l'Europe. Les deux intervenants ont cité l'Europe à plusieurs reprises. Il y a les subventions, il y a le fait qu'on échange de l'énergie avec nos voisins, évidemment. On en est où par rapport aux accords qui devaient être signés au niveau électrique avec l'Union européenne, entre la Suisse et l'Union européenne? Aujourd'hui, il y a une sorte de flou. Est-ce qu'il devrait y intervenir des accords? Est-ce que ça simplifierait notre situation énergétique? Oui, donc effectivement, ces accords sont congelés suite aussi aux fameuses votations de 9 février. Mais à vrai dire, je pense que Monsieur Salvadore connaît mieux que moi le problème, parce que je crois que vous avez même participé à Bruxelles à des discussions. Donc probablement, mon collègue, il est plus... Oui, alors j'ai effectivement fait partie de l'équipe qui a négocié ou qui négociait l'accord sur l'électricité entre l'Union européenne et la Suisse. Et puis effectivement, l'accord est aujourd'hui gelé, principalement pour des questions institutionnelles. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez dire en quoi il consiste, en quoi il pourrait simplifier la situation ou aider, disons, le marché électrique interne à la Suisse, qu'on s'entende avec l'Europe, enfin sur quelles questions on doit s'entendre pour que ça marche? Alors, bon, moi je pense, même si on devait signer l'accord aujourd'hui, je pense que ça ne réglerait de loin pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais disons que ça réglerait au moins un élément, qui est celui d'avoir la Suisse qui puisse réellement participer à tous les développements en cours au niveau du marché européen d'électricité. Il y a eu des couplages de marchés qui ont été effectués pour mieux gérer le transit transfrontalier, et la Suisse par exemple est exclue de ce market coupling, de ces mécanismes de couplage de marché, donc doit
vendre son électricité à l'Europe d'une manière un peu différente de ce que peuvent faire les acteurs européens entre eux. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, la Suisse a des capacités, même si elles sont relativement importantes, mais des capacités de transport transfrontalière avec les pays voisins qui sont aussi gérés avec ce qu'on appelle des maxima de transfert et non pas avec les mécanismes liés au couplage de marché qui ont maintenant cours en Europe. Donc ça permettrait au moins de faciliter les échanges avec les pays voisins. Aujourd'hui, c'est surtout cela que ça amènerait. Mais qu'est-ce que ça change pour l'hydroélectricité en particulier? Est-ce que l'énergie des barrages est principalement concernée par cet accord? Oui, et en particulier, je dirais le pompage-turbinage, dans la mesure où on a souvent parlé de la Suisse et de ces nouveaux aménagements de Nandedrans ou Lint-Limern qui sont en cours d'achèvement et en cours de construction, comme étant la batterie de l'Europe. Donc c'est clair que pour ces aménagements-là, pour pouvoir procéder à ces échanges d'énergie, donc pour pouvoir vendre de l'énergie accumulée dans ces stations de pompage-turbinage, l'accord avec l'Union européenne serait utile. Mais je garde là un énorme conditionnel, parce que aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'Allemagne par exemple, au moment où il y a plus de vent dans le nord, où il y a plus de soleil, la production d'électricité est assurée par les centrales à gaz qui sont justement subventionnées avec ces mécanismes de capacité, et c'est le seul moyen qu'elles ont de retirer quelques profits de ce type de production. Donc dans la situation actuelle, je suis même pas certain que nos aménagements de pompage-turbinage puissent profiter de vendre leur électricité au moment où il y a un manque avec la production de nouveaux renouvelables ailleurs en Europe. Mais ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'il est indispensable de s'entendre avec l'Europe si on veut profiter des investissements qu'on a faits dans ces installations pour le pompage-turbinage. Je répète, en théorie, oui, mais aujourd'hui, je suis même pas sûr que ces capacités seraient nécessaires, dans la mesure où les Allemands, par exemple, utilisent essentiellement leurs centrales à gaz pour pouvoir produire au moment où il n'y a pas de vent ou où il n'y a pas de soleil. Merci bien. Alors, une réaction de Monsieur Schneider. Oui, je rejoins à ce que vous avez dit. Je pense que la question de l'accord avec l'Union européenne, ça règle la question de l'offre et la demande, à court terme, long terme, de la sécurité d'approvisionnement, etc. Ça ne résout pas la question de la rentabilité des investissements en Suisse, notamment dans les barrages. Parce que pour ça, il faut un prix qui est nettement, enfin, qui est en tout cas supérieur au coût, ce qui est plus le cas. Et si je regarde dans le 2020, la stratégie 2020, ce qui a été prévu pour l'hydrologique, c'est un subventionnement des barrages jusqu'à 40% des coûts imputables. C'est aussi une compensation pour les pertes par kilowatt qu'on enregistre entre le coût de production et le prix qui est trop bas. Et la question du prix trop bas, c'est pas une question suisse, c'est une question internationale ou européenne, vu les mécanismes de subvention, notamment en Allemagne ou ailleurs. Donc on n'a pas une vérité de prix. Donc on fait la même chose que les autres parce qu'on est contraint de le faire. Mais c'est vraiment pas une politique optimale. Alors je ne sais pas quelle serait la politique optimale pour stimuler la production saine d'hydrologique, avec des profits normaux, voilà. Juste pour donner un exemple télégraphique sur le problème, en Allemagne aujourd'hui, à certains horaires, on a des prix négatifs. C'est-à-dire que si vous produisez du courant, il faut payer pour l'injecter dans le réseau. Si vous consommez, vous êtes payé pour consommer. Donc
Ça aussi, c'est... Et à mon avis, le problème, c'est un problème notamment de fonctionnement du marché, du design, de la conception du marché, de ce moteur qui devrait, disons, régler l'offre, la demande, la consommation, la production. Merci. Alors, si je comprends bien, on a trop d'énergie, elle n'est pas assez chère. Je comprends que pour passer en votation, il a fallu dire que ce qu'on avait à décider, c'est si on gardait ou pas le nucléaire, quoi. Mais la vérité semble un petit peu plus complexe. Donc, je ne sais pas si vous avez tout compris. C'est l'occasion, si vous avez des zones d'ombre qui persistent dans votre connaissance du marché de l'électricité ou de l'usage que vous en faites, puisque évidemment, ces trois personnes connaissent extrêmement bien ces questions-là. Donc, profitez, et puis il est l'heure qui traditionnellement dans ces cafés scientifiques, l'heure du public, et je vois qu'il y a quand même déjà des questions. Oui, monsieur. Oui, quelle serait la place de la petite hydraulique ou de la mini hydraulique en Suisse? Est-ce que c'est une part complètement anecdotique ou ça peut être une possibilité d'avenir? Qui veut répondre? Oui, je réponds volontiers. C'est anecdotique, très très sincèrement. Et c'est utile, hein. J'entends, il faut aller chercher le moindre kilowattheure que l'on peut produire, mais ça reste anecdotique par rapport aux 36, 37 milliards de kilowattheures qui sont produits par la grande hydraulique en Suisse. Et en plus, c'est très contesté, hein, par les milieux environnementaux. Il y a énormément d'opposition aussi sur des projets d'aménagement de petites hydrauliques. Merci, juste par acquis de conscience, parce que c'est l'électricien qui a parlé en premier. Monsieur Romerio, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, tout à fait. Donc, même la Confédération a corrigé à la baisse donc les plans d'exploitation de la petite hydraulique, justement pour des questions liées à l'environnement, impact environnemental. J'ajoute encore un point. Je ne sais pas quel est le coût de la petite hydraulique par rapport à la grande hydraulique, mais j'imagine qu'une grande installation coûteuse où l'impact environnemental est dans les Alpes ou quelque part où effectivement circonscrit, c'est peut-être meilleur du point de vue économique et social de faire des grands investissements dans les régions au lieu de faire des petits investissements dans des régions partout où on a un problème environnemental dans toutes les régions. Donc il faut qu'on accepte, peut-être, qu'on accepte les grands barrages dans les Alpes, quitte à ce qu'il y a des effets négatifs, oui, mais l'alternative par des petits barrages, je pense que ce sera plus coûteux et pas nécessairement plus pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Une question ici, alors. Allez-y. Merci. Si vous permettez, j'aimerais juste dire deux choses. Nous n'avons pas intégré l'énergie européenne, mais nous la distribuons à partir de Laufenburg. Nous distribuons l'énergie dans toute l'Europe jusqu'en Grèce. La deuxième chose, Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard a préconisé qu'on roule avec des voitures électriques. Elle s'est même fait photographier dans cette position. Le jour où tout le monde roulera avec des voitures électriques, l'ancien vice-directeur de l'Institut de recherche de Villingen, Paul Scherer, a fait les calculs qu'il faudrait, pour répondre à la demande, construire une centrale nucléaire et demie pour ça. Et comme on veut diminuer les centrales ou même les supprimer, il faudra que nous importions du courant, donc soit de l'Allemagne qui est à base de gaz ou de charbon, avec quoi nous contribuerons à la pollution atmosphérique, soit de la France qui à l'époque construisait une centrale nucléaire dans la perspective de nous alimenter en courant électrique. Et je me souviens toujours de Monsieur Chevènement, quand il était ministre, il nous a dit à la Chaux-de-Fonds, achetez-nous du courant, on vous fera un prix. Merci monsieur. Voilà une couche de complexité rajoutée, puisque monsieur demande quel serait l'impact de rouler électrique, ce que tout le monde veut faire apparemment. Quel serait l'impact pour la production électrique?
Si vous voulez, je me permets là aussi de répondre dans la mesure où Alpiq a été depuis plusieurs années très impliqué dans le développement de la mobilité électrique, et j'ai même été un des membres fondateurs de l'association suisse e-mobility qui défend ses intérêts. Alors peut-être une première remarque, tout électrique, j'entends il faut rester raisonnable. On a fait nous des calculs extrêmement précis. Si on a à peu près 15% du parc automobile suisse qui est constitué de véhicules électriques plug-in ou hybrides plug-in, on aurait une augmentation de la consommation d'électricité de l'ordre de 2%. Donc on n'est pas du tout dans ces ampleurs aussi alarmistes. Le seul problème qui se serait posé, c'est la recharge, dans le sens où si tout le monde rentre à la maison le soir en sortant du travail et met la prise pour recharger sa voiture, effectivement, même là avec 15% d'automobiles électriques sur le parc suisse, on aurait un problème de surcharge. Et pour cela, on a développé des stations de recharge qui permettent de différer la recharge sur toute la période de non-utilisation de la voiture. On a aussi développé des stations de recharge sur les lieux de travail et aussi des stations de recharge rapides qui sont en cours d'installation, et en particulier aussi dans les aires autoroutières où là une recharge peut être effectuée en 15 minutes. Donc je ne serai pas aussi alarmiste, et le tout électrique, j'ai un peu de peine à y croire. Oui, ceci me fait penser à un autre aspect encore. Donc, on a quand même beaucoup insisté sur le marché, la politique évidemment, mais il ne faut pas non plus oublier les progrès technologiques. Donc, ceci est aussi en train de changer complètement, disons, la donne, parce que voilà, comme Monsieur vient de le dire, il y aura peut-être un parc électrique, il y aura une charge pendant la nuit. D'autre part, avec les panneaux photovoltaïques, on a beaucoup plus de production à midi, ce qui fait qu'au fond, on n'utilisera plus vraiment les barrages hydroélectriques situés dans les montagnes pour couvrir la charge à midi, mais peut-être ça sera plutôt la nuit. Donc, je caricature un peu, mais n'oubliez pas l'aspect technologique. D'ailleurs, la voiture, un autre élément à prendre en considération aujourd'hui, disons, dans les changements du système électrique, c'est le centralisé et le décentralisé. Jusqu'à maintenant, on avait un système complètement centralisé avec des grands barrages, des centrales nucléaires, des réseaux à très haute tension jusqu'au consommateur final. Maintenant, peu à peu, on se dirige au moins dans une certaine mesure vers la décentralisation. Alors, on pourra peut-être avoir la maison avec la voiture électrique, une batterie dans la cave, un panneau photovoltaïque sur le toit. Ça change beaucoup le problème aussi au niveau économique. Il y a un ami qui fait donc du commerce de l'électricité dans une entreprise hydroélectrique suisse, qui m'a dit, tu vois, si en Allemagne on commence à installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, on l'a déjà fait au fond. Mais en même temps, on commence à mettre des batteries dans la cave, peut-être aussi avec l'aide de l'industrie automobilistique allemande. Moi, je ne sais plus à qui vendre ma production hydroélectrique. Donc, autre élément qui, disons, crée encore plus de complexité, je dirais, les changements technologiques. Merci, il y avait une question ici. Bonsoir, Daniel Canonica. Alors, je suis content qu'on aborde cet aspect. Je voulais justement dire ma pensée dans le sens qu'aujourd'hui, je pense que l'offre est effectivement trop grande et les subventions, elles n'aident pas pour stabiliser ces prix. Donc, quelque part, on a quand même voté pour une stratégie à long terme. Donc, le but, c'est quand même d'avoir moins de nucléaire. Donc, est-ce que c'est une opportunité, dans le sens que on va quand même arriver, malgré la baisse de consommation, grâce aux nouvelles technologies d'énergie, on va quand même arriver peut-être, si on regarde le marché suisse, à utiliser nos barrages. Et si c'est le cas, est-ce que ce côté qu'on a vu, la Confédération est prête à subventionner pour un certain temps, c'est pour utiliser donc cette énergie comme moyen de stockage? Est-ce qu'il y a un avenir à ces barrages, ou bien alors, comme en Allemagne, on aura chacun sa voiture avec une batterie qui permettrait en fait de
stocker un peu l'énergie et d'utiliser à chaque heure. Quel est l'avenir que vous voyez pour Alpiq, par exemple? Alors nous rassure, oui, il y aura un avenir pour la production hydroélectrique malgré les avènements technologiques, la production décentralisée. Simplement, si je regarde à long terme, on aura 40% de la production suisse d'électricité d'origine nucléaire qui va disparaître. Donc, de facto, la production d'électricité au moyen des barrages devient la colonne vertébrale de la production d'électricité en Suisse. Et je rappelle aussi que c'est la seule énergie que la Suisse produit. Les autres, elles sont exclusivement importées, en tout cas aujourd'hui. Et j'ai quelques doutes sur l'exploitation des quelques gisements de gaz qu'on aurait trouvé, notamment sous un lac pas très loin du vôtre ici. Donc oui, pour moi l'avenir existe. Et en particulier parce que cette production hydroélectrique, elle est en très très grande partie flexible. Ça veut dire que on peut produire sur les heures où il y a plus de soleil, ou sur les capacités de stockage des batteries sont arrivées au bout. Par contre, on a un très mauvais moment à passer maintenant. Et les subventions décidées dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 ne sont malheureusement pas suffisantes, donc tout le monde le sait. Mais des solutions simples et pragmatiques existent. Moi, j'aimerais quand même rappeler ici que nous, consommateurs que nous sommes, captifs, nous payons notre électricité, alors en Suisse romande plutôt 10 centimes, je parle juste de la part de l'électricité, parce qu'après il y a les taxes, il y a le réseau, on a globalement une facture de l'ordre de 20 centimes le kilowattheure, mais pour la part électricité, on paye en Suisse romande environ 10 centimes, la moyenne nationale étant à 8. Nous, producteurs, on a des coûts de production moyens pour l'hydroélectricité de 6,5 centimes. Donc j'entends, si les consommateurs captifs que nous sommes achetaient notre production à 8 centimes comme ils l'achètent aujourd'hui, on aurait déjà réglé le problème. Malheureusement, c'est pas le cas. Beaucoup de distributeurs préfèrent importer du charbon bon marché d'Allemagne, acheter un certificat qui aujourd'hui ne vaut rien, donc 0,5 centimes le kilowattheure, et prétendre ensuite nous vendre à nous, consommateurs captifs de l'électricité d'origine hydraulique suisse, ce qui n'est malheureusement pas du tout le cas et pas du tout la vérité. Juste avant de vous repasser la parole, j'aimerais. Il indique quand même que ce qu'on voit sur nos factures d'électricité, beaucoup, on a le choix, ou même on nous impose de l'énergie verte, renouvelable, hydraulique, etc. Monsieur semble dire qu'il y a une incertitude là-dessus. Enfin, vous avez dit plus que ça. Vous avez dit qu'on nous mentait beaucoup sur nos factures d'électricité. Voilà. Merci de le réaffirmer. Qu'en pense l'observateur des politiques énergétiques que vous êtes? Est-ce que vous confirmez, et puis expliquez-nous pourquoi, si c'est le cas, il n'y a pas de transparence là-dessus, ou pas autant de transparence qu'on aimerait? Disons aujourd'hui, les gagnants au fond de cette situation, ce sont les entreprises de distribution, que effectivement ils ont un marché encore ou même partiellement captif, et donc ils peuvent faire les prix comme dans un système monopolistique. Et puis en effet, nous on voit que le prix de l'électricité ne diminue pas, même si sur le marché le prix de l'électricité, sur le marché de gros, le prix de l'électricité a fortement baissé. Et de l'autre part, il y a les producteurs que par contre ils doivent vendre sur le marché, donc ils doivent faire avec des prix très bas. Donc là, effectivement, il y a un problème lié à l'organisation des marchés, aussi à cette réforme partielle, hybride, disons, des marchés de l'électricité en Suisse, qui pose beaucoup de problèmes. Merci. Juste pour préciser, si les prix de l'électricité sont très bas, si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle provient en partie de sources d'énergie qui sont moins chères à produire que l'énergie des barrages. On est bien d'accord?
Non, disons, le problème juste pourquoi l'énergie. Oui, le problème du prix du très bas prix du de l'électricité sur le marché européen. D'un côté, il y a les subventions. Donc, on a subventionné. Maintenant, il y a un excès de surabondance d'électricité. Après, c'est le marché offre-demande. Il y a la production tend à être plus supérieur à la demande et donc les prix baissent. Et puis, comme on a dit, il y a le problème du charbon. Donc, les prix des émissions de CO2 sont très très bas. Donc, on a un marché biaisé. L'origine, c'est le mécanisme du marché, puis évidemment aussi les politiques. L'Europe ne veut pas vraiment résoudre ce problème, notamment des certificats du CO2, les prix très bas. Donc, surabondance due au subventionnement et prix du charbon et du CO2, des émissions de carbone très bas. C'est plus clair. Merci infiniment d'avoir répondu. Une question ici. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est par rapport à un article qui est sorti dans la presse. Il me semble que c'est le week-end passé. Ça concernait justement les difficultés d'Alpiq. Et puis, cet article mettait en évidence que Alpiq ou Axpo, parce que côté suisse-allemand, la situation est la même, comme vous l'avez dit. Alpiq est détenu quand même justement par les distributeurs d'électricité. En tout cas, en Suisse romande, on a les services industriels des villes et les distributeurs d'électricité qui sont actionnaires d'Alpiq. Ces distributeurs d'électricité eux-mêmes les actionnaires de ces distributeurs d'électricité sont les cantons. Et justement, les distributeurs d'électricité ont investi maintenant ces dernières années massivement dans justement le développement de projets éoliens photovoltaïques en Europe. Il y a une étude qui est sortie en début d'année d'un bureau d'études suisse-allemand qui mentionnait qu'on a déjà à peu près la production de Leibstadt, la plus grande centrale nucléaire de Suisse, qui est produite par des énergies renouvelables à l'étranger. Donc les villes de Zurich, Bâle, Genève ont investi massivement dans des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques en Europe. Donc l'article il posait la question, est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie d'un côté, que les distributeurs qui eux détiennent Alpiq ne se soucient pas plus de la santé financière d'Alpiq, mais par contre ils vont investir massivement à l'étranger dans des sources de production subventionnées aussi. Je ne peux que vous donner raison. Moi, malheureusement, j'ai aucun moyen de forcer nos actionnaires, soit à nous acheter notre production à prix coûtant, ou alors à nous recapitaliser. J'entends, il n'y a pas de loi en Suisse qui puisse les forcer à faire un pas ou dans le sens de l'achat d'électricité à prix coûtant ou dans le sens de la recapitalisation. Aujourd'hui, je le dis aussi tout à fait ouvertement, nous ne vendons pratiquement plus le moindre kilowattheure produit par Alpiq à nos actionnaires. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité clairement des cantons? Parce qu'en dernier ressort, c'est les cantons qui sont actionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas clairement une volonté politique qui manque dans c'est peut-être les exécutifs des cantons, je sais pas, mais donc il y a quand même un levier qui pourrait être possible ici en Suisse. Il y a clairement un levier qui pourrait être possible ici en Suisse, mais malheureusement, il a beaucoup de peine à se mettre en route, ce levier. Ouais, ce levier, il peut peut-être exister, mais il y a la politique, hein. La politique de tous les cantons, la politique des communes, la politique fédérale, tout ça, ça se superpose et chacun va tirer la couverture de ce soir. Si vous êtes de gauche, de droite, écologiste ou pas, etc., vous allez chercher la solution qui vous agrée le mieux, le plus par rapport aux objectifs. Si vous êtes un vert, vous allez chercher de l'électricité verte, ce qui est en soi très bien, mais vous allez peut-être atteindre la force hydraulique en Suisse, indirectement.
Donc là, je pense que quand j'ai vu le catalogue de l'OFEN sur sur ces 2020, c'est un truc, quelque chose de pragmatique. On fait ce que tout le monde fait parce qu'on est presque obligé de le faire, mais on n'a pas une direction bien claire en disant maintenant on va forcer l'hydraulique. Ça serait peut-être presque de la planification, hein, je dis, en disant ben voilà, pour le bien du pays, on va forcer l'hydraulique, et puis il faudra investir, puis il faudra peut-être demander un peu plus aux consommateurs, alors que les consommateurs sont prêts d'acheter du verre, mais ils vont aller le chercher en Allemagne ou ailleurs, alors qu'on pourrait le faire ici avec peut-être un supplément en plus à payer. C'est la schizophrénie, et je pense qu'elle passe. S'il y en a une, c'est pas seulement au niveau des politiques. Les politiques, c'est aussi le reflet des électeurs. Puis les électeurs eux-mêmes, ils sont aussi partagés sur les achats. C'est aussi eux qui commandent un petit peu par leur achat la direction que ça peut prendre. Bon, alors là, j'ai quand même une remarque de consommateur. C'est quand même très difficile de savoir ce qu'on consomme, même si on nous dit à peu près ce qu'il y a sur notre facture. Mais il y a une autre question qui m'est venue, et me semble indispensable à partir du moment où vous parlez du prix. On a dit que dans la stratégie énergétique, une bonne part, c'était des diminutions de la consommation d'énergie. Est-ce qu'augmenter le prix de l'énergie, c'est une solution pour travailler sur la consommation? Parce que c'est en général ce qu'on fait quand on veut limiter la consommation, par exemple, de cigarettes, on en augmente le prix. Alors, est-ce que ça marche avec l'électricité, ou bien on est totalement captif de notre consommation et l'offre ne sera pas élastique? Enfin, la demande, pardon. Moi, si je peux, disons, les études montrent que à court terme, il n'y a pas, disons, un impact important, et parce que de toute façon, on dépend de l'équipement. Donc, on ne va pas tout de suite changer la cuisinière électrique si les prix augmentent. Mais à moyen long terme, disons, il y a une certaine élasticité. Évidemment, on peut, disons, mettre une taxe, par exemple, sur l'électricité. On aura quand même, disons, un impact aussi au niveau de la consommation, plus d'efficacité. Mais après, c'est clair que ça, c'est aussi politique. Est-ce que la politique accepte? Est-ce que les électeurs acceptent? Donc, on connaît aussi le problème du référendum en Suisse. Voilà. Donc, oui, on fait beaucoup d'efforts pour stimuler l'efficacité énergétique, ce qui est en soi une bonne chose, mais on le fait aussi à travers des subventions au lieu de l'augmentation de prix. Alors, il y a beaucoup qui disent, ah, ben, les prix, c'est pas tout. Oui, c'est pas tout. Mais si les gens, ils savent que les prix vont augmenter, disons, 1% par année sur 50 ans, ça fait 50% plus sur 50 ans, ils vont aussi y réagir. Les producteurs d'équipements vont réagir à ça. Les consommateurs vont vont acheter des appareils moins coûteux, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. On peut pas augmenter le prix indépendamment de la politique européenne ou voire mondiale. Donc, on n'est pas libre dans la politique, dans les instruments qu'on veut utiliser. Et on fait ce que les autres font. Si vous permettez juste un mot sur les prix, hein, parce que je ne sais pas si dans cette salle tout le monde sait combien est-ce qu'il paye chaque année pour l'électricité, mais on parle ici de peanuts, hein, si vous me passez l'expression. La facture pour un ménage standard qui consomme 5000 kWh par année, à 20 centimes, donc je parle là des clients captifs, à 20 centimes le kilowattheure, ça fait une facture de 1000 francs par année. 1000 francs par année, comparé au coût de l'essence que vous mettez dans votre voiture par année, juste pour vous donner une idée. Donc même si vous augmentez de 10% le prix de l'électricité, vous l'aurez augmenté de 100 francs par année. Est-ce que c'est vraiment dissuasif? Je me pose la question. Donc, autour de la table, tout le monde est favorable à une augmentation de prix, quoi, du courant, apparemment. Alors, je sais pas si les consommateurs que vous êtes sont d'accord. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Ouais, Oui, alors sur la question de l'augmentation du prix par rapport à la subvention, je pense que ça va pas être vraiment dissuasif parce que ceux qui ont les moyens de consommer vont continuer de consommer, et puis c'est ceux qui ont des difficultés, les plus bas revenus, qui vont devoir faire des économies. Moi, je pense qu'on est quand même face à un défi écologique et énergétique,
Et on se rend compte que l'économie de marché, l'économie libéralisée n'est pas apte à régler ce problème-là, que ce problème est certainement un problème qu'on pourrait régler de manière politique et dans une économie, disons, plus planifiée. Et ma question aussi, c'est de savoir si le subventionnement, finalement, n'est pas faire déjà un pas dans cette économie planifiée, mais un pas déguisé, tout en laissant les moyens de production dans des mains privées. Bon, c'est complexe. Disons, la production, de toute façon, l'électricité, la plupart est même publique. Ce sont donc les communes, les cantons, disons, qui sont les propriétaires de la plupart, disons, des entreprises électriques suisses. Je crois que maintenant, planification. Mais in fine, il faut quand même voir la chose. Disons, d'un côté, il y a le marché, c'est vrai, il y a eu des essais d'ouverture dans une certaine mesure du marché. Mais ça reste quand même un domaine très réglementé par la politique, au niveau cantonal, au niveau fédéral. Il y a beaucoup de politique. Donc, à mon avis, c'est même pas un problème, disons, de public ou privé, de marché ou de politique. Il s'agit donc de repenser un peu tout le système de marché et le système politique de réglementation en vue des grands défis qui nous attendent. Donc, à mon avis, il n'y a pas, disons, le mot d'ordre ne doit pas être planification ou marché, un peu selon, disons, nos goûts, mais il faut repenser tout le système, le marché, la réglementation et la politique en vue de trouver des solutions concrètes. D'ailleurs, il y a les biais au niveau du marché, les défaillances du marché, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de défaillances au niveau de la politique et de la réglementation. Voilà. Concernant l'augmentation des prix de l'électricité, juste une remarque, faisons aussi attention de voir aussi les conséquences sur l'ensemble du système énergétique, parce que le risque, c'est par exemple, voilà, de manière très simple, mais ok, vous augmentez le prix de l'électricité, et puis voilà, peut-être vous encouragez la consommation de gaz. Donc, il faut là aussi voir le système énergétique dans son ensemble. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arriver bientôt au terme de ce café scientifique. J'ai quand même envie de vous demander un dernier mot parce que j'ai entendu des choses assez compliquées, contrastées et très intéressantes. Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez quelque chose à proposer pour que la politique énergétique aille dans le sens voulu par les consommateurs, pour autant qu'on le connaisse, mais je crois qu'on a eu deux, trois exemples ici. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la situation du marché de l'énergie? Moi, j'aimerais rappeler que le marché n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'être efficient. Et j'aimerais aussi rappeler que tout le monde parle de marché, de libéralisation de l'électricité à cause de la vague européenne. Et pour avoir sévi une dizaine d'années à Bruxelles, donc assez proche de ce qui se passait au sein de l'Union européenne. Je rappelle assez régulièrement ici en Suisse que pour l'Union européenne, le marché non plus n'est pas une fin en soi. Le marché, c'est l'outil pour unifier tous ces États membres qui sinon n'auraient pas grand-chose à faire ensemble. Donc on est là dans une tendance, quand vous opposez marché avec économie planifiée. Pour moi, je répète, le marché n'est pas une fin en soi, comme l'économie planifiée non plus. Il faut simplement trouver des systèmes qui soient efficients et qui prônent l'efficacité. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Je le répète, je crois qu'ici, à très court terme, si les distributeurs avaient une certaine forme d'obligation de fournir aux consommateurs captifs de la production hydroélectrique indigène, mais de la vraie, je pense qu'on aurait, déjà réglé le problème à court terme, et deux, on n'aurait pas forcément
ou obligatoirement une augmentation de la facture au niveau des clients captifs. Et ça permettrait de passer le cap difficile des 2, 3, 4, 5 prochaines années. Ça permettrait de faire les investissements importants qui doivent être faits maintenant sur le parc hydroélectrique pour pouvoir garder les taux de disponibilité élevés que nous avons et garder cette production de 35, 37 TWh par année. Et ensuite, on verra avec l'évolution du système, avec la sortie du nucléaire en Allemagne en 2022, avec ensuite la sortie du nucléaire en Suisse, comment évolue ce soi-disant marché. Merci beaucoup. Franco Ramerio. Oui, bon, je pense que le grand problème pour la Suisse, disons au moins d'une part, est que on dépend de l'Europe. Et évidemment, disons, le pouvoir de la Suisse de changer les choses en Europe ne sont pas très grandes. Mais là, disons, si j'opérais au niveau européen, je pense que il faut repenser la conception du marché de l'électricité en Europe. À mon avis, même c'est pas, disons, une solution, un système durable. Bon, là, il faudrait entrer un peu dans la technique, mais disons, je pense que les Européens, tôt ou tard, doivent repenser le design, le fonctionnement de ce marché. Et puis, au niveau suisse, disons, si je regarde plutôt au niveau suisse, je dirais, disons, si j'ai un souhait à exprimer, la politique, disons, de devenir un peu plus cohérente, par exemple, donc notamment le thème que vous avez soulevé, donc du conseil d'administration, du rôle des cantons, du ALPIC, là c'est une évidence que ce sont des problèmes hérités du passé qu'il faudrait finalement résoudre avec courage, mais je ne crois pas que les politiciens suisses se montre particulièrement courageux à cet égard. Merci beaucoup, Alain Schoenberger. Vous avez le mot de la fin. Ouais, je rejoins l'opinion de Franco, c'est qu'on dépend de l'Union européenne ou du contexte international et qu'on peut pas faire une politique contre ça sans y participer quelque part. Je suis aussi sensible à la remarque sur la question des charges que ça peut peser sur les ménages, mais comme a rappelé monsieur, on est à 1000 francs par ménage en termes moyens, ce qui représente pas trop beaucoup, bien, et on a de la marge vers le haut pour augmenter les prix. Donc si on veut être cohérent et si on croit au marché, il faudrait avoir une vérité de prix. Et les subventions n'ont encore jamais amené quelque chose de vraiment de durable à long terme. Puisque les subventions sont souvent décidées à court terme pour régler un problème à court terme. Et puis après, il y a des effets pervers à long terme. Et on se retrouve avec trop de vent, enfin trop d'électricité de vent, etc., à des heures où on n'en a pas besoin, etc. Le marché règle en théorie la chose. Voilà. Et si on a un problème social, de distribution sociale, il faut régler ça peut-être différemment, mais pas en subventionnant le prix ou de baisser les prix. On le fait déjà dans l'agriculture, dans beaucoup de monde, dans domaines peut-être, mais dans la plupart des achats des ménages, on ne subventionne pas. Vous payez le prix véritable. Et si on a un problème de besoin, etc., il faut le régler peut-être de façon différente. Mais ça, ce qui est vrai, c'est la cohérence. Voilà. Et donc, par rapport au catalogue de mesures, on a beaucoup de subventions, on a beaucoup d'incitations, on est tous azimuts, mais on se donne pas une direction. Voilà, on peut pas dire voilà, on fait de l'hydraulique ou bien on maintient le nucléaire, parce que voilà, quelque chose comme ça quoi. Puis après on peut. Et puis il y a la solution planification à laquelle il faut aussi croire, vu la complexité dans le domaine électrique, mais aussi des énergies de substitution. Parce que si l'électricité marche pas, on va chercher du fossile. Si c'est le fossile qui va, on va chercher du vent, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités. Les acteurs vont décider eux-mêmes et on pourra jamais planifier tous ces acteurs dans un système global. Donc il y a une part de donner une direction et il y a une part de marché, mais avoir, comme tu dis, une conception de marché qui est cohérente.
Merci. On me signale que malgré tout, il y a encore un peu de temps pour des questions, donc on va continuer à faire un tour si c'est nécessaire, parce que j'avais vu des mains qui se lèvent. Ici, il y en a une, par exemple. Merci. Monsieur Salvadoria, vous avez dit que qu'il y avait un risque justement qu'il y a une baisse, et puis alors que quand les centrales nucléaires seront fermées, eh bien on aura vraiment besoin de l'hydroélectricité. Alors moi c'est une double question si on veut. Est-ce qu'il faudrait pas déjà fermer maintenant le robinet nucléaire pour vous aider à continuer avec l'hydroélectricité? Et ouais, c'est justement les mécanismes semblent très compliqués, mais voilà, ce serait une possibilité éventuellement. Et puis l'autre, est-ce qu'il n'y a pas des risques que nos centrales hydroélectriques soient vendues à l'étranger ou soient perdues d'une manière ou d'une autre, ou justement ne puissent pas être réparées, enfin adaptées? Alors je réponds à votre d'abord une remarque sur votre première question. Vous êtes partisane des thérapies par électrochoc. Moi je suis pas sûr que si on ferme aujourd'hui les centrales nucléaires, que ça soutienne au niveau politique les décideurs. Pas tout fermer, mais un petit peu au fur et à mesure. Vous savez, le robinet, il a déjà été fermé fin d'année dernière, début de cette année, tout à fait involontairement, puisque Leibstadt a été mise hors service pendant 4 ou 5 mois. Et Leibstadt, c'est une quantité de production énorme pour la Suisse. Donc là, on peut dire que le robinet a été effectivement fermé. Swissgrid craignait pour le réseau suisse à très haute tension pour la période hivernale. Donc l'hiver dernier a pris des mesures pour réserver des capacités de production hydroélectrique en Suisse. J'entends, on a déjà connu cette fermeture du robinet, et au niveau politique, moi je vois toujours pas de solution qui se dessine pour soutenir la force hydroélectrique suisse. Ça, c'est la première question. La deuxième, on est déjà en train de dégrader le parc de production hydroélectrique en Suisse. Il faut le savoir. J'entends, moi, je suis membre du conseil d'administration de Grande Dixence. Je suis membre aussi du comité directeur de l'association suisse de l'aménagement des eaux, et je sais pertinemment que dans toutes les sociétés de production, dans toutes les sociétés partenaires hydroélectriques, on a drastiquement réduit les investissements, et on les a reportés, et à force de les reporter, la facture va augmenter très très sérieusement, justement le jour où on en aura besoin. Il y a quelques années, quand les prix étaient très élevés, il y avait un objectif, c'était d'avoir un taux de disponibilité maximal. Il fallait qu'on soit au-dessus de 95% de taux de disponibilité pour les aménagements. Aujourd'hui, ce même taux, je pense qu'il est descendu à 80, voire même 70%. Personne n'y voit rien. Ça ne se remarque pas, même si vous prenez un rapport annuel de Grande Dixence, vous verrez que la production annuelle, elle a pas tellement diminué, certes, mais par contre, les possibilités de produire ont, elles, diminué. De nouveau, Grande Dixence, que je connais bien, on a une conduite forcée qui est arrêtée parce qu'elle a présenté des fissures, et on a arrêté. Donc là, on a des turbines, c'est 600 mégawatts de puissance de production qui est à l'arrêt. De l'autre côté, du côté de Fionnet, là aussi, on avait des turbines qui sont en révision, et on a reporté les investissements. Donc ce deuxième puits blindé de production est à l'arrêt.
Aujourd'hui, il nous reste Biedron. Évidemment, Biedron, c'est 1200 mégawatts de puissance installée, mais il y a un seul canal, hein, une seule conduite forcée qui descend sur ces 3 machines. Alors évidemment, c'est très puissant, c'est plus puissant que la plus grande centrale nucléaire de Suisse. On vide les 400 millions de mètres cubes d'eau qu'il y a en haut à Grande-Dixence en 1000 heures avec ces trois turbines. C'est énorme, mais à la sortie, on produira autant uniquement avec Biedron qu'avec les 3 autres. Par contre, si à un moment on a vraiment besoin de beaucoup plus de puissance, on peut pas utiliser les 2 autres installations. Et s'il y a un pépin à Biedron, on n'arrivera pas à vider le lac. On parle de risque de vente. Pardon ? De risque de vente. Ah, pardon. Oui. Et vous savez, même si les barrages étaient vendus à des investisseurs étrangers, ils pourraient très difficilement les délocaliser, hein, contrairement à d'autres industries. Ça, c'est un premier élément. Donc, les barrages vont rester ici. Et puis, un deuxième élément. Alors, je suis pas physicien ni ingénieur, mais économiste. Mais ce que je sais, par contre, c'est que l'électron qui arrive dans la prise ici, il vient de la source de production la plus proche du lieu où on le consomme. Ça veut dire que même si les barrages appartiennent à des investisseurs étrangers, ils pourront pas exporter l'électron qui est produit ici. Merci. Quand vous parlez d'investissement, alors évidemment, vous avez laissé une porte qui n'est pas tellement ouverte sur l'amélioration de l'agrandissement des installations ou de nouvelles installations. Mais il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est celle du climat, avec une réserve d'eau dans les Alpes qui évolue. Alors je ne sais pas si les entreprises et les économistes observent ça de très près, parce que je sais pas, il n'y a pas de climatologue dans la salle apparemment. Est-ce que c'est une source d'énergie encore d'avenir? Et puis, est-ce qu'il y a une réserve dans les Alpes si on se décide à construire? Alors, j'ai bien compris que c'était pas l'ordre du jour, mais à construire de nouveaux barrages. Est-ce qu'il y a une réserve d'énergie dans les Alpes qui est inépuisable? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, n'avoir que de l'électricité produite avec les barrages en Suisse? Ça me paraît difficile de n'avoir que de l'électricité produite avec des barrages en Suisse, ne serait-ce que pour une question de saisonnalité. Mais pour répondre à votre question, alors oui, bien sûr, on se préoccupe aussi à plus long terme. Hein. D'ailleurs, on le faisait effectivement beaucoup plus il y a quelques années. On a financé des études qui ont été faites par, entre autres, un éminent professeur de l'EPFL, le professeur Schleiss, mais je crois que toi aussi, Franco, tu as participé à ces études. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate aujourd'hui à court terme, enfin court moyen terme, hein, je parle là des 20, 30 prochaines années, on a en fait plus d'eau qu'avant dans les barrages. Je parle là des barrages qui sont alimentés par des glaciers. Les glaciers fondent, donc il y a plus d'eau que ce qu'il y avait avant dans ces glaciers. Maintenant, il y a aussi plus de problèmes pour les machines parce que il y a toute une série de sédiments qui vient avec cette eau issue de la fonte des glaciers et d'une part les turbines n'aiment pas trop les sédiments à cause de leur côté abrasif et puis les murs d'accumulation des barrages n'aiment pas trop non plus puisque les sédiments s'accumulent au pied du bas du barrage et qu'il faut aussi pouvoir les évacuer. Donc, je dirais sur les X dizaines de prochaines années, il y a plus d'eau que ce qu'il y avait avant. Par contre, à plus long terme, on constate que les barrages actuels sont malheureusement pas bien placés. Ça veut dire que les poches d'eau vont se déplacer plus haut en altitude, aux endroits où la calotte glaciaire aura fondu, et effectivement il y aurait moyen de pouvoir construire de nouveaux aménagements à des endroits plus appropriés après
que les glaciers aient fondu. Mais évidemment, là aussi, il faudra pouvoir investir d'une part, et surtout, il faudra pouvoir outrepasser les oppositions des milieux environnementaux qui aujourd'hui ne permettraient pas la construction de tels aménagements pour pouvoir exploiter ces nouvelles poches d'eau futures. Ça c'est alors. Est-ce que vous avez un avis sur le fait qu'il faudrait ou non construire des nouveaux barrages? Après, on a bien compris les conditions du débat, mais est-ce qu'il y a une opportunité à saisir ou bien faut faire avec ce qu'on a? D'abord, peut-être, il faut préciser que le potentiel hydroélectrique en Suisse, il est presque épuisé. Il faut pas s'attendre à... On ne peut pas faire grand-chose. Il y a notamment le problème des débits réservés. C'est-à-dire qu'avec l'application de la loi sur l'eau, donc il faut augmenter les débits réservés, c'est-à-dire laisser plus d'eau dans les rivières, dans les torrents, ce qui fait qu'il y aura moins d'eau à turbiner, ce qui fait qu'il y aura une diminution de la production. C'est aussi un autre élément important qu'il faut tenir en considération dans l'avenir. La production hydroélectrique totale diminue à cause de réglementations plus sévères sur les débits réservés. Sur les glaciers, on a dit, sur, disons, le changement climatique, pardon, on a dit. Maintenant, construire davantage, on peut, donc bon, il y a une An de Drans par exemple, là c'est plutôt des installations pompage, turbinage. Lorsqu'on a décidé ces investissements, disons, le marché était à la hausse. Aujourd'hui, il y a un problème de rentabiliser ces investissements, mais peut-être dans 20 ans, on dira, mais les personnes qui ont décidé de construire ces barrages, ces installations, ont vu loin. Donc, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, il y a de telles incertitudes, mais peut-être non, peut-être dans 20 ans, il y aura encore des problèmes de rentabilité. Après, comme mon collègue a dit, les nouveaux lacs qui pourraient être exploités lors de la fusion des glaciers, disons, de la disparition des glaciers, là, il y a des gros problèmes de nouveau environnementaux. Ça sera difficile là de surmonter, disons, les contraintes environnementales, et puis il y aura le problème là aussi qui finance tout ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais disons, il faut tenir en considération tous ces éléments. Donc, c'est pour ça que la stratégie énergétique 2050 sur l'hydroélectricité, à mon avis, j'ai un peu le soupçon qu'elle est un peu optimiste, c'est-à-dire de pouvoir augmenter la production hydroélectrique à mon avis, là, on n'a pas fait tous les calculs et on n'a pas pris en considération toutes les contraintes pour effectivement déterminer le potentiel effectivement exploitable. Merci. Cette fois, je crois qu'on peut mettre fin au débat, à moins qu'il y ait une question encore dans la salle qui brûlait les lèvres de quelqu'un. Je ne crois pas que c'est le cas. Merci infiniment de nous avoir suivis donc jusqu'à la fin de ce débat. Merci à nos intervenants, merci à la communauté du savoir et à l'Université de Neuchâtel pour ce café scientifique. Merci beaucoup et bonne soirée.